Censeur Studio va traverser le temps. Le 16 mai 1961, un événement historique a marqué la République de Corée, et son impact se ressent encore aujourd'hui. Cet événement est appelé le 16 mai. Mais si ce coup d'État avait échoué, comment l'histoire de la Corée aurait-elle évolué? Voyons cela ensemble. Avant de commencer, examinons la situation de la République de Corée à cette époque. Que s'est-il passé en avril 1960? Une révolution sociale. Le 19 avril 1960, une révolution sociale éclate, et le président Lee Sung-man est contraint de démissionner. Après cela, la Corée du Sud connaît un chaos sans précédent. En juin 1960, un amendement constitutionnel est adopté pour transformer le système présidentiel en un régime parlementaire. Ainsi, le pays passe d'un État présidentiel à un État parlementaire. Après cette révision, l'Assemblée nationale s'est elle-même dissoute. Par la suite, le Parti démocrate remporte une victoire écrasante en obtenant 75% de tous les sièges. Mais c'est à ce moment-là qu'un problème est survenu. À l'époque, même au sein du Parti démocrate, il y avait une opposition entre l'ancienne faction et la nouvelle faction. Dans l'ancienne faction se trouvait le président Yoon Bo-seon, et dans la nouvelle faction, il y avait le premier ministre Jang Mi-yeon. Mais ces deux factions entraient en conflit intense lors de la formation du cabinet. Après l'inauguration du cabinet Jang Mi-yeon, 3 remaniements ministériels ont eu lieu en 10 mois, illustrant la gravité des conflits politiques. Les ministres restaient en poste 2 mois en moyenne, rendant tout accomplissement impossible. Comme l'instabilité politique persistait, cela entraînait naturellement des troubles sociaux. Les revendications qui avaient été réprimées pendant plus de 10 ans sous le gouvernement de Lee Seung-man ont commencé à éclater comme un barrage qui cède. Chaque jour, il y avait des manifestations. Pendant les 10 mois du cabinet Jang Mi-yeon, il y a eu au total plus de 2000 manifestations de rue, et on estime que plus d'1 million de personnes y ont participé. Si l'on fait le calcul, cela représente en moyenne 7 à 8 manifestations par jour. Il s'est passé des choses incroyables. Dans les écoles, les élèves manifestaient pour empêcher leurs professeurs d'être transférés dans d'autres établissements. À l'école d'entraînement de l'armée, les recrues manifestaient parce que les officiers les traitaient de haut. Il y a même eu des manifestations pour demander l'arrêt des manifestations. Après la chute du gouvernement de Lee Sung-man, de nombreux médias ont été créés. Il y avait auparavant 41 quotidiens. Mais après la chute du gouvernement de Lee Sung-man en avril 1960, ce nombre est passé à 390 à la fin du mois de décembre 1960. Mais ces médias continuaient à encourager les manifestations. C'était vraiment le chaos total. Dans cette situation, c'est le coup d'état militaire du 16 mai qui a eu lieu. Mais que se serait-il passé si ce coup d'état avait échoué? La première chose à laquelle on peut penser, c'est la punition des instigateurs du coup d'état. À l'époque, de nombreux instigateurs du coup d'état étaient présents. Même les Marines. Tellement de groupes étaient impliqués qu'on se surprenait à reconnaître certains noms. Plus tard, Park Jong-wi, futur président, Kim Jong-pil, fondateur de l'ère des 3 Kim, Kim Jong-uk, Cha Ji-cheol, Choi Myung-sin et Kim Sin, tous connus, ont aussi participé. Si le coup d'état avait échoué, ils auraient été arrêtés et punis. Les principaux instigateurs condamnés à mort, les autres à au moins 5 ans de prison. À cette époque où la peine de mort était appliquée, Park Jong-wi aurait sans doute été exécuté. De plus, le gouvernement aurait poursuivi la purge de l'armée. À l'époque, le premier ministre Yang Mi-yeon considérait l'armée comme une cible de purification et de réforme. Il avait proposé, comme promesse électorale, de réduire les effectifs militaires de 100 000 hommes, et après son arrivée au pouvoir, il a effectivement mis en œuvre cette politique de réduction des forces armées. À cette époque, les États-Unis se sont opposés à la réduction de 100 000 hommes, qui n'a donc pas eu lieu. Cependant, une réduction de 30 000 hommes et un remplacement massif de hauts responsables militaires ont été réalisés. En 10 mois, le ministre de la Défense a changé 3 fois, et le chef d'état-major de l'armée de terre 4 fois, marquant de nombreux remaniements au commandement militaire. Mais la raison de cela, c'est que, juste avant le déclenchement de la guerre du 25 juin, la taille de l'armée nationale était inférieure à 100 000 hommes, environ 95 000. Mais dans les années 1960, ce nombre augmente brusquement pour atteindre 700 000 hommes. L'effectif ayant brusquement augmenté, l'organisation s'est alourdie, et les promotions ont stagné, suscitant le mécontentement des diplômés des 6e et 48e promotions. Mais lorsque l'armée a mené un coup d'état comme celui-ci, le premier ministre Yang Mi-yeon a pensé que c'était vraiment une aubaine pour lui. Il pouvait ainsi profiter de cette occasion pour pousser encore plus fort sa politique de réduction des effectifs militaires. De plus, il pouvait aussi identifier et purger les personnes au sein de l'armée qui étaient mécontentes du gouvernement actuel. Donc, il me semble que l'armée allait traverser une période de purge pendant un certain temps. En même temps, il allait essayer de résoudre en partie la stagnation des promotions. Et comme la politique sud-coréenne devenait encore plus chaotique, il est très probable que la Corée du Nord ait utilisé cela à des fins de propagande politique. Je pense qu'ils auraient utilisé encore plus la tactique des deux faces, à la fois la guerre et la paix. Ils prônaient la réunification pacifique, puis provoquaient soudain des incidents.
Dans les années 1960, de nombreux combats, grands et petits, ont éclaté sporadiquement dans la DMZ. Avant le coup d'état l'an dernier, le pouvoir du premier ministre Chang My-on ne s'était-il pas renforcé? Tout d'abord, comme je l'ai expliqué précédemment, à cette époque, le parti démocrate était profondément divisé entre les nouvelles et les anciennes factions, et les conflits politiques étaient très intenses. Il était donc évident qu'ils allaient se disputer pour savoir qui avait le plus contribué à la répression du coup d'état. En mars 1961, les États-Unis pensaient que, vu la situation en Corée, le gouvernement de Chang My-on tomberait bientôt. Et les États-Unis avaient déjà anticipé le coup d'état militaire du 16 mai, même si ce coup d'état n'avait pas eu lieu. Ils pensaient que le cabinet de Chang My-on s'effondrerait pour une autre raison. Donc, il est probable que le cabinet de Chang My-on serait tombé pour une raison ou une autre. Le pouvoir n'aurait pas été transféré à un autre parti que celui de Chang My-on, mais il est probable qu'une autre personne au sein du parti démocrate aurait pris la relève. Et dans ce processus, le parti démocrate aurait traversé une période de troubles sans fin. En conséquence, l'instabilité politique aurait été encore plus grande, et je pense même que le développement économique lui-même aurait pu devenir difficile. Le plan quinquennal de développement économique, qui a été mis en œuvre sous le gouvernement de Park Chung-hee, avait déjà été proposé une première fois sous le cabinet de Chang My-on. Mais il est peu probable que le cabinet de Chang My-on aurait pu exécuter ce plan quinquennal de développement économique aussi efficacement que le gouvernement de Park Chung-hee. La réussite du plan quinquennal de développement économique tient aussi au charisme et au style bulldozer du président Park Chung-hee. Grâce à cela, réussir à mener à bien le plan quinquennal de développement économique dans une situation politique et sociale aussi chaotique aurait été très difficile. Bien sûr, il aurait pu y avoir des résultats significatifs, mais tout de même, à cette époque de démocratie florissante, ignorer la vie des travailleurs et mener des politiques économiques était difficile. Par exemple, l'infirmière Kang Bu, qui a haché la viande, n'aurait pas pu laver et préparer les corps 12 heures d'affilée employer les ouvriers comme des machines aurait aussi été impossible si cela enfreignait le code du travail. Il y a donc quelque chose d'intrigant. La question est donc de savoir si le miracle du fleuve Han aurait eu lieu sans Park Jong-hui. Peut-être que nous n'aurions pas atteint la 10e place mondiale en termes de puissance économique, mais je pense que nous aurions quand même pu atteindre une croissance économique autour de la 22e ou 30e place. À l'époque de la guerre froide, la Corée était en première ligne, recevant de nombreuses aides des États-Unis et disposant de plus de ressources humaines que prévu. C'est pourquoi le cabinet de Jang My-on aurait pu réaliser un certain développement économique, mais comme je l'ai expliqué plus tôt, la société et la politique étaient instables, ce qui aurait freiné le développement économique. N'ayant sans doute pas la force de propulsion du gouvernement Park Chung-hee, il aurait été difficile d'atteindre le niveau des pays développés, mais ils auraient pu devenir un pays semi-développé. Et surtout, la raison décisive pour laquelle le développement économique de la Corée du Sud a pu réussir, c'était l'autoroute Gyeongbu. Mais la construction de l'autoroute Gyeongbu a été rendue possible principalement grâce au rôle du président Park Chung-hee. C'est d'ailleurs lui qui a proposé pour la première fois de construire cette autoroute. Même les experts de l'époque étaient tous opposés à la construction de l'autoroute Gyeongbu, car ils pensaient qu'il fallait certes améliorer l'état des routes en Corée, mais qu'il n'était pas nécessaire de construire une autoroute de cette ampleur. En réalité, si l'on regarde la situation de l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. En 1967, le nombre total de véhicules en Corée du Sud n'était que de 60 000. Jusqu'en 1969 seulement, 8% des routes étaient asphaltées. Si l'on regarde la situation économique, la construction de l'autoroute Gyeongbu n'était pas une tâche urgente à ce moment-là. Et puis, l'autoroute Gyeongbu était le plus grand projet d'infrastructure depuis Dangun. Alors combien de personnes auraient été prêtes à investir autant d'argent dans un contexte où il n'y avait pas de moyens financiers? À l'époque, peu de gens connaissaient le mot « autoroute ». Mais le gouvernement de Park Chung-hee a mené ce projet avec sa détermination, et ce fut un grand succès. Grâce à l'autoroute Gyeongbu, le système de transport et le taux de répartition du transport en Corée du Sud sont passés d'un modèle centré sur le chemin de fer à un modèle axé sur la route. Cela a été un tournant décisif. À l'ouverture, le trafic était inférieur à 20 000 véhicules par jour. En 1977, il dépassait 30 000 et a continué d'augmenter rapidement avec la hausse du nombre de voitures. Et jusqu'à la fin de l'année 1971, le nombre de voitures particulières était supérieur à celui des camions, ce qui a valu à l'autoroute le surnom moqueur de route touristique. Mais par la suite, avec l'expansion du réseau autoroutier, la proportion de camions et de marchandises a augmenté. Elle est devenue l'artère principale de l'économie nationale et la croissance a été un succès. Cependant, cela n'aurait peut-être pas été possible autrement. L'échec du coup d'état du 16 mai n'aurait pas eu que des conséquences négatives. À l'époque, Monsieur Jang My-on. Si l'on examine de près l'un des principaux objectifs économiques du cabinet, il s'agissait d'un développement économique progressif axé sur l'agriculture et l'économie régionale. Mais si l'on regarde cela de plus près, c'était en fait un développement équilibré des régions. Aujourd'hui, on parle même de la République de Séoul, tant la concentration dans la capitale est forte. C'est pourquoi les problèmes de la Corée continuent d'apparaître. Le problème, c'est que cela vient des politiques économiques, mises en œuvre depuis l'époque du gouvernement de Park Chung-hee. Je pense que ces problèmes pourraient être partiellement résolus. On aurait peut-être bâti une économie plus saine avec un développement équilibré. Et si l'on considère la politique, aujourd'hui encore, on privilégierait sans doute le système parlementaire. S'il s'est effondré, c'est à cause du coup d'état militaire du 16 mai. Mais comme ce coup d'état a échoué, le système parlementaire aurait perduré.
Nous vivrions sûrement aujourd'hui dans un pays à système parlementaire, comme le Japon ou le Royaume-Uni. La démocratie aurait davantage progressé si le régime militaire n'était pas apparu, permettant un développement démocratique civil. Par exemple, diverses formes de philanthropie se seraient développées davantage qu'aujourd'hui, et les droits des travailleurs auraient été garantis de manière beaucoup plus solide. Bien sûr, il y aurait eu des troubles sociaux et politiques, mais cela n'aurait probablement pas duré 10 ou 50 ans. À un certain moment, la démocratie parlementaire se serait installée, et il est fort probable que la politique des partis et la liberté de la presse se seraient développées bien plus qu'aujourd'hui. Bien sûr, il est vrai que le président Park Chung-hee est un dirigeant dont les points positifs et négatifs sont très marqués. Ainsi, si le président Park Chung-hee n'avait pas existé, le destin de la Corée du Sud aurait probablement été très différent. Et vous, que serait-il arrivé si le coup d'état militaire du 16 mai avait échoué? Dites-le en commentaire. La vidéo se termine ici. Au revoir.